Et clientélisme, vous voyez très bien, affairisme, corruption. Est-ce qu'il est sain que, par exemple, 75% des salariés du port soient les enfants ou les neveux d'autres salariés du port, hein? Ça, c'est un petit problème, évidemment, c'est évidemment malsain. Est-ce qu'il est sain que le président du département, enfin, il y a M. Guérini, préside le département, tandis que son frère, lui, s'occupe du ramassage des ordures et des déchets dans les conditions que l'on sait, hein? Je ne veux pas enfoncer le clou, il est déjà enfoncé. Est-ce qu'il est sain que Christine Argy, par exemple, soit chargée à la communauté urbaine de la propreté du centre-ville, alors que son mari, qui s'appelle Élie Claude Argy, est le patron syndicaliste? Enfin, est-il sain que, on parlait tout à l'heure des manutentionnaires, payer 4 500 € pour 14 heures par semaine, avec, il ne faut pas oublier là-dedans, 28 jours de congé maladie, ce qui est une sorte de record mondial, est-il sain que ces gens-là puissent oser afficher ces chiffres face à la caissière, par exemple, de Carrefour, qui est plus ou moins en grève, parce qu'elle, vraiment, elle souffre. Mais vous avez le sentiment et si que vous rapportez ça à un temps de travail normal, vous voyez bien que ça fait 12 000 € net. Mais vous avez 12 000 € le net. sentiment que c'est un problème spécifique vraiment marseillais-marseillais? Oui, est-il sain, je vais terminer, que le président du département, par exemple, M. Guérini, pour ne pas le nommer, préside également la SOCOMA, mais de quoi je me mêle, qui embauche, qui recrute les dockers, qui sont d'ailleurs pratiquement toujours en grève. Je veux dire, il y a vraiment un problème d'éthique, si vous voulez. Il y a un problème d'éthique à Marseille, il y a un problème d'incivisme, et tout ce qu'on voit aujourd'hui, c'est la suite de c'est la conséquence de cet incivisme. Parce que Marseille, il y a des tas de cartes, évidemment. Il y a l'emplacement, il y a tout, enfin on voit très bien, il y a le soleil, puis surtout il y a les Marseillais. Moi j'adore cette phrase de Sioran, qui résume très bien l'esprit marseillais, vous savez. Il disait toujours, si Napoléon avait conquis l'Allemagne avec les Marseillais, bah, la France y serait encore. Parce que c'est ça, oui, le Marseillais, il est optimiste, il est un peu ricanant, il a un mauvais esprit, c'est ça qu'on aime chez le Marseillais. Voilà, et puis il est gai, et puis, bon, alors évidemment, je ne suis pas en train de vous faire un tableau, et puis là, je vais énerver Jean-Claude Gaudin qui déteste les pagnolades. Moi, j'adore les pagnolades, je suis désolé. C'est aussi pour ça que j'aime Marseille, à cause du café, du bar de la Marine et de tout le reste. Toute cette... Mais donc, moi, je crois que le problème que doit régler Marseille aujourd'hui, que doivent régler les Marseillais, c'est le problème de l'incivisme. L'incivisme qui a gangréné, quelqu'un tout à l'heure dans les sujets parlait de cancer. Oui, c'est un cancer qui a gangréné tous les étages de la société. Qui est devenu banal finalement. Oui, bien sûr. Et ça commence quand on jette le Kleenex. C'est-à-dire c'est quand même la seule ville du monde où quand vous marchez dans la rue, brusquement, vous reprenez un Kleenex avec un glaire dessus. Parce que voilà, on les jette comme ça. Ben oui. Mais est-ce que c'est pas un peu consubstantiel à la ville? Parce que quand on regarde l'histoire de la ville, le clientélisme, ça date pas d'hier, l'incivisme peut-être pas. Qu'est-ce qu'il faut à votre avis? Est-ce que Marseille peut devenir une ville exemplaire? Est-ce qu'elle n'a pas finalement, et ce territoire, parce qu'on parle de Marseille, mais il y a peut-être un territoire un peu plus large autour, est-ce qu'il n'y a pas un problème peut-être d'organisation, de vision partagée, de vision commune sur l'ensemble du territoire? Il y a un problème évidemment. Aujourd'hui, c'est sûr que ça ne peut pas marcher parce qu'on a une sorte de cohabitation qui ne peut pas fonctionner. On le voit très bien, tout s'est arrêté, hélas. C'est compliqué même pour Euroméditerranée, qui est un très beau projet. Je parlais tout à l'heure de Vigouroux, mais puis lancé formidablement par Renaud Muselier, repris ensuite par Guy Tessier. Enfin, c'est une belle histoire, l'histoire d'Euroméditerranée. On a l'impression, évidemment, aujourd'hui, ça ne va pas bien, parce qu'évidemment, un pouvoir à 2 têtes, à 3 têtes, et quand en plus il est gangréné, c'est sûr que ça mène nulle part. Mais en même temps, il y a évidemment des choses à faire. Il y a une population qui demande qu'à être mobilisée, on le voit très bien. Population dans l'ensemble, évidemment, très pauvre. C'est une ville populaire, Marseille. Mais c'est beau, les villes populaires. Alors, vous avez publié dans Le Point une affiche il y a déjà quelques temps, et vous l'avez fait, je dirais, alors on peut le révéler, hein, monsieur François-Olivier Gisbert, vous ne nous en voudrez pas, vous l'avez fait, je vais dire, gracieusement. Quand vous avez vu l'affiche, on va la découvrir là, vous l'avez vu tout à l'heure passer, voilà, The Best of the Earth, vous avez dit, moi, cette affiche, je veux la publier dans Le Point. Parce que vous pensez que, j'allais dire, c'est presque pas, c'est pas du journalisme, ça c'est peut-être considéré comme de la propagande. Vous avez l'impression que c'est faire œuvre d'information? C'est du militantisme. Moi, franchement, quand je venais à Marseille au moment de la grève des poubelles, poubelle la vie, hein, c'était ça quand même le slogan à l'époque. Avec ma fille, ma pauvre fille architecte, qui me disait, je vais me tirer de cette ville, c'est plus possible, c'est une ville de fous, parce qu'évidemment, il y a des connards qui avaient mis le feu à son tas de poubelles en bas de chez elle, et elle avait un enfant, elle commençait à m'appeler en hurlant. Et c'est vrai que ce qui me faisait le plus de peine, c'était les bateaux. Les bateaux dont on sait que beaucoup ne reviendront plus, parce qu'ils ne sont pas fous quand même, les armateurs.
Hein. Et c'est beau ça à Marseille, c'est beau. Moi je fais partie des gens évidemment qui adorent cette tour Sadé, qui est un symbole du Marseille portuaire, qu'on est peu à peu, enfin qui est en train de souffrir énormément quand même. Et puis je disais tout à l'heure à mon voisin, faites attention, parce qu'un jour il y a peut-être d'autres professionnels qui vont s'y mettre à côté. Bon, Toulon ils sont un peu bloqués par les militaires, mais si Nice s'y met, hein, déjà vous avez vu ce qui est arrivé avec Barcelone, Gênes, et peut-être ce port après tout, hein, vous savez, rien n'est éternel en matière économique. Alors, justement, Jean-Luc Chauvin, sur le port, peut-être un petit mot. Vous avez abordé ça rapidement en début de séance. Est-ce qu'il y a une page qui a été tournée avec la réforme portuaire? Est-ce que vous avez le sentiment que, on parlait des vieux démons tout à l'heure, qu'au moins celui-là, il est en train de nous dire un petit peu au revoir ou pas? Parce que là, François-Olivier Gisbert nous dit, attention, ils ne reviendront pas forcément, ces trafics-là, et ce qui est perdu peut l'être à jamais. Je vais prendre une image. En matière médicale, je crois qu'on dirait que le malade est en voie de guérison. Voilà. Donc on a voulu, et elle est partie d'ici, cette réforme, une réforme. On s'est battu 4 ans, ça a été très dur, beaucoup de grèves, ça a beaucoup coûté à l'économie. Cette réforme, elle est faite. Pour autant, cette réforme, c'est pas une arme magique, c'est pas terminé parce que la réforme, elle est faite. La réforme, c'est uniquement nous donner les moyens d'être d'abord comme les autres ports du monde, avec un commandement unique pour décharger un bateau, pas une partie qui est sous les ordres de l'État et une partie sous les ordres des entreprises. Et puis surtout, c'est un moyen aussi de faire fonctionner l'entreprise. On a bien vu sur le port depuis des années que l'État a une responsabilité claire dans la gestion du personnel et qu'elle n'a pas joué le jeu normal de la gestion du personnel. Ce qui a permis, au fil du temps, d'accumuler des avantages et des éléments qu'on a nous-mêmes dénoncés un certain temps. Si on est un peu réaliste aussi, on peut un peu regarder chez nous. On a parfois géré un certain nombre d'institutions portuaires et on a dû, et c'est toute la difficulté, céder à certains chantages aussi, parce qu'on a un compte de résultat d'entrepreneur à un moment donné. Donc il faut aussi balayer devant chez nous, ce que vous nous dites, c'est pour être très clair. Cette réforme, en tout cas aujourd'hui, elle fait que ces personnels-là, ils sont transférés. Donc aujourd'hui, on a les conditions maintenant pour pouvoir être concurrentiels avec les autres ports du monde. Mais il nous reste l'essentiel à faire. L'essentiel, c'est le client. Au port, allez, je vais vous faire une anecdote, on ne parle pas de client, hein. On parle de chargeur. Le client, ça n'existe pas. Donc il faut faire rentrer cette institution dans la vie de tous les jours, quoi. Le client, c'est celui qui nous fait tous fonctionner dans nos entreprises. Sans client, on sait très bien qu'on n'existe pas. Et donc, il faut redonner tout ce projet. Et là, de ce côté-là, on a beaucoup de boulot à faire. Et je salue Patrick Daher qui est là, parce qu'il travaille beaucoup en tant que président du conseil de surveillance du port, pour arriver à faire changer les choses. Mais c'est très compliqué. Il y a 40 ans, il y a 45 ans de conservatisme là-dessus. Donc la réforme, elle est faite, c'est bien. Mais pour autant, on n'a rien résolu encore définitivement. Il faut regagner les clients. Et pour ça, il n'y a qu'une chose, c'est la fiabilité. Il faut qu'on arrive à mettre en place la fiabilité. On l'a dit tout à l'heure, on a beau avoir de merveilleux outils, avoir un port qui est bien placé en eau profonde, qui peut faire tous les types de trafic, du conteneur, des croisiéristes, de la réparation, du vrac, du roulier. S'il n'y a pas de clients qui viennent ici parce qu'ils ne savent pas quand les bateaux vont être déchargés ou quand les bateaux vont être chargés, on ne s'en sortira pas. Donc on a fait un premier pas, mais il ne faut pas s'arrêter, il faut continuer à pousser, il faut continuer à avancer. Et nous, ce qu'on dit, c'est les états généraux. Pourquoi ? Ce port, en fait, il appartient à tout le monde. Et depuis 40 ans, les Marseillais, les Provençaux, les gens de notre territoire, ont considéré comme si c'était une fatalité, que le port, c'était fini, c'était perdu, il n'y avait rien à faire, que ce n'était pas leur affaire, il fallait le laisser aux autres. Mais c'est complètement faux. C'est complètement faux. Ce port, quand le port va bien, le territoire s'est toujours bien porté. Ce port, ça peut être notre meilleur atout. Encore faut-il que tous ensemble, on décide de ce qu'on veut faire de ce port, que tous ensemble, on se donne les moyens d'avancer, et qu'on dise, au fond, aux 200, aux 300 qui sont là et qui bloquent toute l'économie, les 41 000 emplois directs et indirects, mais tous les autres, les professions libérales, les artisans, les commerçants, les salariés du transport, puisque j'en vois parmi nous, à tous les autres, tout simplement, voilà, nous ce qu'on veut, si vous vous opposez à tout le monde, mais vous allez vous opposer à votre cousin, à votre oncle, à votre fils. Jean-Luc, ce que vous nous dites ce soir, c'est que après avoir pendant effectivement très longtemps, et certainement à juste titre, tapé sur la CGT comme étant la responsable de tous les maux, si j'ai bien compris, vous nous dites aussi qu'il y a le patronat, les entreprises ont une part de responsabilité dans la situation et qu'il faut effectivement, quand je reprends votre expression, balayer devant votre porte et que l'affaire du port, ce n'est pas simplement l'affaire des professions maritimes. En tout cas, aujourd'hui, l'affaire du port, ce n'est pas que l'affaire des professions maritimes, des salariés d'un côté, du patronat de l'autre et de l'État. On le voit bien sur le territoire, on le voit bien au niveau de l'élément structurant que ça. On le voit bien quand on regarde avec les autres métropoles, on en parlera tout à l'heure, que le port
dans une ville, quand il va bien, la ville a redémarré. Toutes les villes qui ont la chance d'avoir un grand port se sont énormément développées depuis 20 ans. Nous, on est passé à côté. On est passé à côté du développement grâce au port. Alors que ça devrait être notre première chance, à nous maintenant, de réussir ce challenge. Et pour le réussir, il faut qu'on en prenne tous conscience. Il faut que les Marseillais se disent que ce port, il leur appartient et que c'est une chance. Il ne faut pas qu'on se dise que c'est une malchance. Il ne faut pas qu'on se dise, si on ne l'a pas, c'est pas grave. Il faut au contraire qu'on s'approprie et qu'on explique à tout le monde. Comme ça, au moins, 200 ne pourront plus nous empêcher de développer ce territoire. Donc en tout cas, il y a selon vous des raisons d'espérer. Alors après le Marseille côté obscur, on va essayer d'explorer un petit peu le Marseille des Lumières et on est allé regarder, recenser tout ce qui quand même nous donne aujourd'hui l'envie d'avoir la banane. On regarde ça en images. Toutes les grandes villes redémarrent par leurs ports. Pourquoi? Parce que les ports sont abandonnés en 1945, tout le monde les redécouvre en 80, notamment aux États-Unis, Boston, San Francisco, New York, Miami, et on s'aperçoit que ces terrains abandonnés étaient des terrains de centre-ville. Donc aujourd'hui, Marseille, c'est une ville qui a la mer en centre-ville et qui a son pôle d'affaires, son pôle économique et son pôle d'habitation en centre-ville, avec la totalité entre les autoroutes, le train, le TGV, l'avion. Bon, c'est rare d'être irrigué comme ça. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, tous les sceptiques ne peuvent être que de mauvaise foi. Parce qu'aujourd'hui, c'est fait. La rue de la République a redémarré, les terrasses du port, 450 millions d'investissements, les quais, le MUSEM, le musée du Conseil régional, le FRAC, Station 7, les quais d'Arinques. Si c'était plus difficile de construire à Marseille qu'ailleurs, est-ce que vous auriez à Marseille, comme investisseur, les caisses d'épargne, Predica, la Foncière des Régions, JP Morgan, Morgan Stanley, Prime America, Union Investissement, Lone Star, Atemi, Lehman Brothers, Jacques Saadé, bien évidemment. Est-ce que vous auriez, que j'ai dit Maltaria, est-ce que vous auriez les 20 plus grands investisseurs d'Europe et du monde qui sont venus investir à Marseille? C'était plus difficile qu'ailleurs. Vous croyez que c'est des mécènes? Sûrement pas. Je ne peux pas croire à la ville si je ne crois pas à la métropole. Hein? Marseille est le pôle de centralité d'une région exceptionnelle qui va des Alpilles au Luberon, qui pourrait quasiment monter jusqu'à Avignon, qui s'étend quasiment jusqu'à Toulon. Marseille, c'est un ensemble. L'acte de construire, l'acte de bâtir, c'est dans la tête que ça se passe. C'est psychologique. Vous savez ce que disait Alain Mimoun? Il disait « J'étais champion olympique dans le ventre de ma mère. Moi, j'ai démarré la Porte d'Aix, j'avais 50 ans. Je la livrerai, j'en aurai 65. Il faut vraiment avoir sa cheville au corps. » Voilà, pendant qu'on va découvrir un certain nombre de belles réalisations, vous verrez, il y a des montants, c'est intéressant de les voir rapidement, toutes ces opérations qui sont en train de naître. Je vais demander quand même à François-Olivier Gisbert, on n'a pas parlé de Marseille-Provence 2013. Vous avez le sentiment que ça peut être une réussite ou pas? Ou qu'au contraire, toutes les arcanes que vous nous avez décrites vont tirer tout ça vers le bas? C'est pas très gentil de poser cette question parce que Jacques, c'est à peu près ce que je vais dire. Enfin, je sais pas, moi je suis assez sceptique en fait. Ouais. Moi je suis pas sceptique. Ça va lui donner la possibilité de corriger. Hein. Ouais, je suis sceptique parce que bon, d'abord j'avais une grosse réticence sur le point de départ avec Bernard Latarjet parce que c'est une culture intéressante, mais il faut dire les choses un peu prout-machère. Hein, je lui ai dit en face, de toute façon, c'est pas la culture Marie-Chantal, c'est pas forcément la culture pour moi, c'est pas forcément la culture pour Marseille. Et heureusement, il est parti. Enfin, j'espère qu'il est définitivement parti. Bah, apparemment pas complètement. Hein. Je crois qu'il est quand même toujours peut-être dans la salle, je ne sais pas. Mais à mon avis, ça allait dans le mur. Je l'ai dit, je le pense. Et voilà. Bon. Quant au reste, je pourrais développer sur le musée, sur tout le reste. Mais enfin, je ne vais peut-être pas le faire. Je vais peut-être pas le faire. Je vais peut-être pas faire. Mais là, c'est pas liberté d'expression, on a dit. C'est pas une question de clientélisme. Peut-être aussi que Marseille n'a pas pris ça assez à cœur. Peut-être aussi parce que, à cause de l'organisation politique aujourd'hui, voilà, c'est un peu compliqué. Tout se négocie, tout est très compliqué.
Mais moi, je ne mettrai pas tout sur le dos du clientélisme. Hein. Je pense que le problème du clientélisme est un vrai problème, le problème de l'affairisme, de la corruption. Et moi, j'ai envie de vous dire à tous, certains me disaient à la réunion, mais vous y allez très fort au point. Ben, je vais vous dire franchement, moi, j'ai pas peur. Hein. J'ai pas peur de Sarkozy, j'ai pas peur de Guérini. On continuera aussi longtemps qu'il y aura de l'actualité. On n'a pas aucune raison d'avoir peur. J'ai envie de vous dire aussi, n'ayez pas peur. Réglez ces problèmes. Réglons tous ces problèmes. Comme le pape. Et allons de l'avant. Et allons de l'avant. Et allons de l'avant. Relançons Marseille. Recréons des projets. Redynamisons Euroméditerranée, etc. On voit très bien le discours de Pietri tout à l'heure. C'est un discours qui fait plaisir. Il n'est pas tout à fait vrai, mais enfin, il pourrait être vrai. Il peut être vrai. Et osons. Voilà. Rêvons, comme dit Chirac.